Voilà, dans cette partie, on va traiter la partie 2, toujours de la loi de Biot-Savart, c'est-à-dire comment chercher le champ magnétique créé par un élément de courant. Voilà, il s'agit d'un hexagone constitué d'un fil rectiligne traversé par le même courant grand I. C'est le même fil. Chaque côté a une longueur petit a. Regardez la figure. A. Le centre, c'est O. Le rayon, donc la distance de là à là, c'est R. Ça y est, c'est la même distance. Un seul courant. Donc, la question, c'est chercher le champ résultant créé par l'ici fil rectiligne en haut. Voilà. Je vais appliquer la formule de tout à l'heure qui est générale. Donc, un seul I, c'est-à-dire un seul côté, crée en haut un champ magnétique que j'appelle par exemple B1 en haut. C'est mu0I sur 4pi D. Vous vous souvenez de la formule de la dernière fois, de la première partie. Le champ magnétique créé par un fil rectiligne filiforme. C'est mu0I sur 4pi D. Ça y est, sin d'un angle moins alpha à un angle alpha. Si le fil est infini, on a vu que c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, j'applique la même formule. Donc, on a déjà vu ça. Donc, c'est mu0 et 4 pi d. D, c'est la distance de O au centre du fil. C'est ça, D. C'est ça la distance D. Donc, c'est la hauteur d'un triangle équilatéral. Les trois côtés sont égaux. Ici, j'ai un angle de 60. 60, 60, 60. Ça y est? Donc, ces deux angles sont égaux. Si, donc, tout cet angle, c'est 60. Donc, ici, j'ai pi sur 6, c'est-à-dire 30, et là, 30. Et l'angle entier, c'est 60. Voilà, ça, c'est la hauteur d'un triangle équilatéral. La hauteur d'un triangle équilatéral, c'est A, le côté, racine de 3 sur 2. Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore ici. C'est un résultat qu'il faut connaître en maths. Si vous voulez le montrer, prenez ce triangle, rectangle, vous appliquez le théorème de Pythagore et vous déduisez cette hauteur. Donc j'ai appliqué la hauteur, j'ai remplacé la hauteur h par là, par ceci, sin θ. L'angle θ, c'est cet angle qui est en regard avec le fil. Donc cet angle θ, ici, il varie de moins 30 à plus 30, c'est-à-dire de moins pi sur 6 à pi sur 6. Ça, c'est le champ créé par un seul. Par symétrie, tous les autres créent la même quantité. Donc le B résultant, le B total, généré par les 6 courants en haut, c'est la somme. C'est-à-dire c'est 6 fois le champ B1 créé par un seul. C'est la superposition de tous les champs. Ça y est? Donc le B total, c'est cette quantité. Après simplification, je trouve ça. Voilà le champ magnétique créé par 6 fils rectilignes identiques en haut. Ça y est, je passe à l'exercice 4. Je suis toujours dans la loi de Biot-Savart. Je suis toujours dans le champ magnétique créé par les courants, soit une sphère circulaire. Voilà, de rayon R. On s'intéresse à la détermination du champ magnétique B en un point M de son axe de symétrie. Un point M, il appartient à l'axe de symétrie OX de la sphère circulaire de rayon R. Je prends un élément de courant de cette sphère. C'est IDL. Ça y est? Et je veux chercher le champ créé en M. Ce M, il est situé à R. Voici l'angle θ qui est en regard avec le courant. J'applique la formule de Biot-Savart tout en conservant la figure devant mes yeux. Et voilà. Regarde. Voici la formule de Biot-Savart dans le cas général. Un élément de courant IDL crée un élément de champ magnétique B en un point M situé par rapport à un point O de R. C'est le produit vectoriel. Ça y est? Voilà. Je fais la projection
Par symétrie, le champ magnétique global, il sera bien sûr sur l'axe X. Donc, je m'intéresse seulement à la composante Px. Le P égale le Pz, ils sont nuls par symétrie. Donc, si mu0 est 4pi, produit vecteur, c'est la norme idéale fois R sur R3, c'est 1 sur R2, fois le sinus entre le R et dl. Le sinus de R et dl, c'est le sinus de θ. Or, d'après la figure, le sinus de θ, c'est R sur R, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Je remplace. Pourquoi je fais ça? Je veux conserver la variable qui m'intéresse, la variable qui est facile. Donc, je vais me débarrasser de la variable petit r et ne conserver que la variable angulaire θ. Donc, je remplace 1 sur r carré par cette quantité en utilisant celle-là. C'est des maths. Hein? Voilà, j'obtiens cette relation. Donc, après simplification, ma relation s'écrit de cette manière. Et mon bx, c'est l'intégrale. Il suffit d'intégrer. Je fais sortir toutes les constantes. Voilà, il me reste l'intégrale de dl. dl, il parcourt le périmètre du cercle. Donc, l'intégrale de dl sur le cercle C, ce n'est autre que son périmètre. Le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Et voilà, j'aboutis au champ magnétique, à l'expression du champ magnétique en un point M de l'axe de la spire. C'est cette expression. Donc, remarquez une chose, que le champ B sur l'axe X, il dépend de l'angle θ. L'angle θ, c'est l'angle qui est en regard avec la spire. On me dit, voilà la figure. Ça y est, ça c'est en général. Un point très singulier, très particulier et très important, c'est le centre du cercle. Ça, c'est en général, cette relation en général. Au centre du cercle, le champ, il est maximal et il vaut mu0i sur 2r. Pourquoi? Parce que le sinus, il prend la valeur 1. Parce qu'au centre, l'angle θ vaut pi sur 2. Sin de pi sur 2, c'est 1. Donc, le champ maximal, bx max, c'est b au centre, c'est cette quantité. Voilà, ça, c'est en. Donc, je peux exprimer le champ soit en fonction de θ qu'en général, pas au centre, en un point M quelconque. À droite ou à gauche, c'est la même chose sur la partie où il y a x positif ou moins x. On trouve le même résultat. Ou bien, je peux exprimer le champ magnétique en fonction de la variable x. Je regarde le schéma et je cherche le sinus θ. Le sinus θ, c'est r sur racine de r carré plus x carré. Occupe, ça me donne occupe ceci. Car, voilà, j'ai fait un petit rappel, car sinus est égal à r sur r. Et le rayon r, c'est racine de le rayon du cercle plus x carré. Petit r, ce n'est pas grand R. R, c'est le rayon de la spire. Ça y est. D'où, après simplification, voilà le champ magnétique sur l'axe de la spire en un point M situé à l'abscisse X. Donc, ça, c'est le champ en fonction de X. Voici sa courbe. C'est une courbe gaussienne. C'est une courbe en cloche. Elle est maximale en haut. C'est le B en haut. Et ça diminue, ça chute en s'éloignant de l'origine O. Lorsque X tend vers 0, vers l'infini, le champ tend vers 0. Lorsque X tend vers moins l'infini, l'autre côté, le champ tend vers 0. Lorsque X tend vers 0, le champ tend vers la valeur maximale. Donc, on peut exprimer B soit en fonction de la variable X, rectiligne, soit en fonction de la variable angulaire θ. Voilà pour aujourd'hui.